Pour commencer, donc 2 diapos de présentation d'Auréa. Pour ceux qui connaissent Auréa, bon, ce sera une révision et les autres peut-être une découverte. Ici, sur cette carte, vous découvrez donc la localisation des 5 sites Auréa, donc 4 laboratoires, La Rochelle, Canéjan, Ardon et Blanquefort, et un site administratif et commercial à la Membrole à côté de Tours. Donc, 220 employés chez Auréa, 150 préleveurs en plus sur le terrain, 6 domaines d'accréditation et un chiffre d'affaires en 2022-2023 qui s'est établi à 23,6 millions. Sur la diapo suivante, vous découvrez ici les innovations que nous avons développées depuis 2021. Et on se projette, vous le voyez, jusqu'en 2025. On a commencé notamment sur la thématique du carbone, donc en 2021 avec Carbostock, qui est un outil qui permet de mesurer et de suivre le stock de carbone des sols. Ensuite, en mars 2023, donc il y a tout juste un an, ou presque un an, le lancement d'AgroEcosol, diagnostic et conseil pour une gestion agroécologique des sols. Plus récemment, donc Diaxol Viti, qui est sorti juste avant Diaxol Agri qui sort aujourd'hui. Donc ça, c'était en novembre 2023. Diaxol Agri, donc aujourd'hui. Et nous avons dans les cartons et prévoyons sortir donc en 2025 AgroScore qui proposera donc un diagnostic de fertilité globale des sols. Sur la diapo suivante, et avant de lancer Mathieu, donc ici, il y a un comparatif en quelque sorte, une comparaison entre AgroEcosol et Diaxol, donc qui permet de bien comprendre le positionnement respectif de ces deux outils. Bon, AgroEcosol est une boîte à outils issue de la recherche, INRAE, Arvalis, donc un projet investissement d'avenir soutenu par l'ADEME, lancé en 2017 et porté par Auréa. Donc AgroEcosol, bon, je pense que vous connaissez, avez entendu parler, c'est une boîte à outils d'indicateurs qui permettent de proposer donc une expertise et un diagnostic de l'ensemble des services rendus par le sol en grande culture principalement, polyculture, élevage. On aboutit donc à des conseils, à des leviers d'action et des résultats qui sont remis sur Farm Project, qui est une plateforme interactive qui présente les résultats et les conseils de manière originale. AgroEcosol est un outil plutôt dédié aux services techniques, à l'expérimentation, aux exploitations pilotes et ainsi qu'aux filières agroalimentaires. Donc voilà, un outil vraiment plutôt dédié expérimentation, pour résumer. Diaxol, on utilise dans Diaxol en fait des indicateurs issus d'AgroEcosol. Donc évidemment, le vivier technique, c'est AgroEcosol. Diaxol donc, propose un diagnostic de fertilité organobiologique des sols. On va bien sûr voir tout ça dans le détail. Et fournit donc des conseils opérationnels accessibles sous la forme de bulletins pédagogiques. C'est déjà une première différence. Et en résumé, Diaxol est un outil pour les techniciens, pour les agriculteurs, un outil terrain. Voilà pour la comparaison rapide de ces deux outils. On va rentrer maintenant un peu plus dans le détail, bien sûr, de Diaxol. Et je vais laisser la parole à Mathieu Vallée, qui va nous présenter les fondements scientifiques et techniques de Diaxol Agriculture. À toi, Mathieu. Merci Hubert, bonjour à toutes et à tous. Donc ce webinaire va reprendre des éléments de ce qu'on avait déjà présenté sur le précédent webinaire pour l'offre viticole. Donc si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, donc un petit slide pour positionner les impacts et les bénéfices d'un bon statut organobiologique. Ça va être ça la thématique de Diaxol, s'intéresser à la fertilité organobiologique. Et pourquoi s'intéresser à cette fertilité? Eh bien, parce que ça va rendre un certain nombre de services qui vont être utiles à la production végétale, comme par exemple la qualité de la structure du sol, qui va permettre une bonne ressource en eau, une bonne implantation, limiter l'érosion. Également des aspects nutrition, forcément fourniture d'éléments pour la culture. Et puis des éléments directement en lien avec la production, mais peut-être aussi avec l'atténuation du changement climatique, comme le stockage carbone. Et puis également
une matière organique ou une fertilité organobiologique fonctionnelle, c'est aussi une meilleure résistance à certaines contraintes externes comme les stress hydriques ou, par exemple, une meilleure tolérance à certains contaminants. Donc, on voit que l'ensemble de ces éléments-là va être bénéfique et donc, ce diagnostic, cette fertilité biologique, on a vu qu'elle était importante. Et donc, du coup, comment on va faire ce diagnostic de fertilité organobiologique? Et donc, on peut le décomposer en deux grands objectifs, hein, comme dans le titre, hein, un objectif un peu plus organique, un objectif un peu plus biologique. Donc, le premier objectif qui serait le pilotage du capital organique, c'est-à-dire comment je vais qualifier mes matières organiques du sol au pluriel, hein, en termes de quantité, en termes de qualité et en termes de dynamique, savoir est-ce que ce que je vois actuellement va perdurer dans le temps. Donc ça, on reverra un peu après les éléments et les indicateurs qui permettent de savoir ça. Et donc ça, s'intéresser à ce capital organique ou essayer de le piloter, ça va nous permettre de choisir le type et les doses de produits organiques qui pourraient être apportés sur la parcelle. Et puis également avoir une connaissance et une compréhension fine de l'impact des matières organiques sur le fonctionnement du sol, notamment voilà, sur les éléments qu'on vient de citer précédemment. Et puis le deuxième volet ou deuxième objectif qui peut se faire couplé ou indépendamment, hein, peu importe, hein, c'est se focaliser un petit peu plus sur la vie du sol, connaître ou essayer d'apprécier le rôle des micro-organismes principalement, hein, puisque même si dans le sol, il y a beaucoup d'autres éléments vivants, les organismes vivants, là, on se focalise sur la partie microbiologique qui permet de connaître la fertilité biologique du sol et puis également d'évaluer l'impact des pratiques culturales, puisque ces micro-organismes vont être relativement sensibles aux pratiques et vont aussi réagir plus vite que des quantités ou des fractions de carbone. Et donc, au final, ces deux objectifs se traduisent dans les faits par deux produits distincts, hein, donc, qui vont composer la gamme Diaxol, hein, le Diaxol organique, donc qui va s'intéresser au pilotage du capital organique, et puis le Diaxol biologique qui va s'intéresser à l'évaluation de la vie du sol. Donc, si on reprend maintenant un petit peu qu'on a posé les objectifs et ce qu'on aurait envie d'en faire, on va maintenant prendre le temps de regarder un petit peu les indicateurs qu'il y a derrière ces deux offres. Donc, vous avez ici une diapo synthétique, hein, qui regroupe un petit peu les indicateurs qui seront mobilisés dans chacune des offres avec un code couleur, un orange pour la partie organique et vert pour la partie biologique. Alors, dans les deux cas, on va avoir besoin de caractéristiques physico-chimiques, hein, qui vont être indispensables à l'interprétation de certains indicateurs, plus aussi à certaines interprétations elles-mêmes, hein, notamment pour tout ce qui va être évaluation du bilan unique. Hein. Donc, on a besoin de textures, alors mesurées ou estimées, forcément de pH, calcaire et teneur en matière organique totale et également en azote total, voilà, notamment pour calculer des C sur M. Et en termes de indicateurs pour le Diaxol organique, donc on va rajouter à ces indicateurs-là deux caractéristiques que je vais détailler tout de suite après, hein, un indicateur plus de qualité de matière organique, le fractionnement granulométrique, et un indicateur plus, lui, de dynamisme ou d'activité ou de réactivité des matières organiques qui sera le carbone actif. Et puis pour le Diaxol biologique, donc là également deux indicateurs liés aux micro-organismes, hein, un indicateur d'abondance qui est la biomasse microbienne moléculaire, et puis un premier indicateur d'un premier niveau de diversité qui va être l'équilibre entre les champignons et les bactéries. Donc si on regarde maintenant chaque indicateur un petit peu plus en détail, donc premier indicateur du Diaxol organique, hormis les indicateurs physico-chimiques, hein, donc fractionnement granulométrique de la matière organique. Donc un indicateur qui se mesure sur un échantillon séché tamisé 2 mm, hein, et qui va consister à séparer la matière organique totale en différentes fractions, des fractions qui se séparent donc par tamisage sous eau, hein, donc en fonction de leur taille, et donc qui vont avoir des significations fonctionnelles différentes. Hein. La fraction fine, donc qui est plutôt associée aux argiles et aux limons, va correspondre aux matières organiques les plus évoluées, les plus dégradées. Donc, on va assimiler aux matières organiques stables, hein, qui ont des durées de vie dans le sol de plusieurs dizaines, voire centaines d'années.
Également, donc après une fraction intermédiaire, entre guillemets, donc qui est plus, elle, associée au sable fin, qui va concerner la matière organique peu évoluée, les résidus en cours de dégradation, les éléments organiques en cours de dégradation, donc on va qualifier de matière organique labile. Et puis, la fraction la plus grossière, hein, qui, elle, va être associée au sable grossier, qui correspond vraiment aux débris végétaux les plus frais, donc qui sont là depuis soit l'année dernière ou quelques années grand maximum, et qui vont être assimilés à la matière organique fraîche. Donc cette analyse, on la propose déjà depuis 2008 hein, au niveau d'Orea, hein, mais une des petites nouveautés dans Diaxol, c'est que on distingue les fractions fraîches et labiles qu'on ne faisait pas forcément avant. Et pourquoi on fait cette séparation-là? C'est parce que chacune des fractions peut avoir une signification différente, notamment la fragmentation matière organique. Ça va plutôt être en lien avec la matière organique fraîche, et puis les effets minéralisation et agrégation structure du sol, ça va plutôt être la matière organique labile. Donc là, pour l'interprétation, on se base sur un référentiel interne, hein, on disait depuis 2008, à peu près 7000 analyses, voire un peu plus aujourd'hui, hein, qui permettent de dissocier des valeurs optimales en fonction des grands types d'usages. Et du coup, en termes de valorisation, hein, donc on l'a dit, hein, ça va nous permettre de qualifier la qualité des matières organiques du sol sur les aspects structure, sur le stockage de carbone, sur la minéralisation, dégradation des matières organiques et bien sûr nous aider au choix de produits organiques. Donc, deuxième indicateur sur la partie biologique, organique, pardon, ça va être le carbone actif. Donc là, aussi sur un échantillon séché tamisé de 2 mm. Cette fois-ci, là, c'est une extraction chimique hein, à l'aide de permanganate de potassium. On fait une oxydation douce hein, et vous avez une photo en dessous où on mesure une décoloration du permanganate. Donc, contrairement à la matière organique totale où c'est une oxydation à chaud en milieu acide, donc on attaque la quasi-totalité des matières organiques, là, c'est une oxydation ménagée qui va permettre vraiment de renseigner sur les fractions actives de matière organique et qui va être vraiment considéré comme presque un proxy d'activité biologique puisqu'on l'assimile aux ressources microbiennes qui vont pouvoir donc servir à la valorisation des micro-organismes, à la manière dont ils vont pouvoir s'assimiler. Si tu peux avancer, Julie. Voilà, donc, et puis, donc, au niveau référentiel, on a voilà, des analyses un peu plus récentes, puisque ça vient directement d'Agroécosol, hein, donc un référentiel un peu plus récent aujourd'hui qui va dépasser les 2000, maintenant je crois qu'il approche presque les 3000 analyses. Et donc là, en termes de valorisation, donc un indicateur de l'impact des micro-organismes sur les fonctions de la matière organique, alors là plutôt rétention en eau, également structure et fonctionnement biologique. Et on a un indicateur qui est beaucoup plus réactif et sensible aux pratiques culturales hein, que ne pourrait l'être la matière organique totale, voire aussi le fractionnement qui mettra un petit peu plus de temps à mettre des différences significatives. Donc, on est sur un compromis entre un indicateur voilà, qui s'intéresserait plus à des notions d'activité, mais également un indicateur qui nous intéresse aussi sur des quantités de carbone biologiquement actifs. Donc voilà pour ces deux indicateurs du Diaxol organique et donc sur le Diaxol biologique, là aussi deux indicateurs en plus des analyses physico-chimiques. Premier indicateur, donc la partie microbiologie en termes d'abondance, donc biomasse microbienne moléculaire. Alors on la qualifie de moléculaire parce qu'on quantifie les micro-organismes à partir de l'ADN microbien extrait. Donc ça fait partie des indicateurs qui ont été transférés lors du projet Agroécosol, hein, donc méthode normalisée issue de l'INRAE, où on fait une extraction avec assez forte, hein, avec donc une lise chimique, une lise mécanique, et puis après, on va quantifier l'ADN sur gel d'agarose. Et donc là, les référentiels qu'on valorise, ce sont les référentiels donc, issus du réseau de mesure de la qualité des sols, hein, donc on le rappelle, qui est un réseau piloté par le groupement d'intérêt scientifique sur les sols et donc administré par l'INRAE, sur l'ensemble du territoire français métropolitain. On a une analyse tous les 16 km², ce qui fait un peu plus de 2000 points répartis donc sur tout type d'usage, tout type de sol, qui permet du coup d'avoir donc là aussi des référentiels de positionnement par type d'usage, mais aussi, comme il y a tous les paramètres physico-chimiques associés, de proposer
un modèle prédictif selon le pédoclimat, et c'est ça qui va nous servir d'interprétation. Hein. Vous avez le schéma en dessous. Hein. Le pédoclimat va nous donner une valeur de référence, une valeur issue donc du référentiel, qui est la valeur attendue, et donc on compare cette valeur mesurée à notre valeur attendue, et plus on s'en éloigne, soit de manière positive, ça veut dire qu'en gros, notre pratique, nos pratiques culturelles ont un effet bénéfique sur l'indicateur, et plus on s'en éloigne du côté négatif, et plus on juge que nos pratiques vont être impactantes négativement, avec un seuil qui a été là aussi défini au niveau de la recherche à 70% de la valeur de référence. Mais ça, on pourrait y revenir dans la partie questionnement. Donc, ça nous permet de tenir compte du pédoclimat, c'est-à-dire de dire c'est normal que en milieu sableux ou en milieu pauvre en matière organique, on ait moins de biomasse microbienne, hein, ça c'est normal, mais du coup, on est capable d'en tenir compte. Et donc, voilà, cet indicateur est le bon indicateur pour répondre à la question est-ce que mon sol est vivant, hein. Là, c'est vraiment un indicateur d'abondance d'organismes vivants. Même si l'ADN peut être une molécule persistante, on mesure majoritairement des organismes vivants. Et comme je disais, ça renseigne vraiment sur l'impact des pratiques sur la qualité du sol, et notamment deux éléments qui vont être les habitats microbiens, c'est-à-dire est-ce que le sol est dans de bonnes conditions pour accueillir de la vie, donc est-ce que j'ai une bonne structure, est-ce que je n'ai pas trop de problèmes d'acidité ou autre, et également est-ce que mon sol est capable de fournir suffisamment de ressources à ces micro-organismes pour qu'ils puissent se développer. Donc, en gros, est-ce qu'ils ont le gîte et le couvert pour pouvoir se développer de manière satisfaisante et assurer toutes les rôles et fonctions qu'on a vues en introduction. Et enfin, deuxième indicateur et dernier qui sera présenté ce matin sur les éléments du Diaxol, ça va être donc cet équilibre champignon-bactéries. Donc, à partir de l'extrait qu'on a fait précédemment, on va quantifier séparément avec des amorces spécifiques à l'aide de techniques moléculaires, donc les gènes issus des bactéries, les gènes issus des champignons, et un ratio, nombre de copies de gènes de champignons sur le nombre de copies de gènes de bactéries. Et donc ce rapport d'abondance, ce rapport relatif, nous renseigne donc sur des notions d'équilibre, puisque là, peut-être contrairement aux indicateurs précédents comme la biomasse microbienne, on peut dire que le plus c'est le mieux. Là, l'idée c'est plutôt d'arriver à un équilibre et on va plutôt interpréter les écarts à cet équilibre, donc plutôt les notions de déséquilibre, où on va considérer ça comme un état non optimal du fonctionnement biologique, soit principalement lié à des fonctions ou impactant sur les fonctions de minéralisation de la matière organique ou stabilisation du carbone, mais aussi stabilisation des agrégats. Donc là encore, on se base sur le réseau de mesure de la qualité des sols comme référentiel, à cela près que effectivement les données de ratio champignon-bactéries ont été acquises pendant Agroécosol et que Auréa il est copropriétaire avec l'INRAE de ce référentiel sur l'équilibre champignon-bactéries. Et donc, comme je le disais, là aussi, on positionne avec des classes définies à partir du RMQS, mais cette fois-ci avec une valeur optimale qui est plutôt une valeur souhaitable qui est plutôt une valeur optimale, pardon, avec un ratio généralement qui va être compris entre 1 et 5%, c'est-à-dire que les champignons représentent 1 à 5% des bactéries, et un optimum généralement entre 2 et 4%. Et donc là, en termes de valorisation, là, on est vraiment ce qui va nous permettre de discriminer et voir les impacts des pratiques culturales sur cet équilibre, donc des notions plutôt de perturbation du milieu. Est-ce que mon système perturbe cet équilibre ou pas? C'est, on va dire, considérer ça comme un indicateur global de fertilité biologique active, mais surtout durable, c'est-à-dire que est-ce qu'elle va perdurer au cours des années. Et Julie, je crois que j'en ai terminé, donc je te passe la main sur la partie offre. Merci beaucoup Mathieu. En effet, du coup, je vais vous présenter un peu l'offre et surtout les bulletins, et on passera sur quelques aspects pratiques en suivant. Avant de vous montrer le format et le fond des bulletins, je voulais passer un petit instant sur la notion de pourquoi faire un diagnostic organobiologique, pourquoi mesurer ce qui se passe dans notre sol. Je pense que vous le savez tous, là, dans l'assemblée d'aujourd'hui, on est dans un monde agricole en pleine transition agroécologique.
avec des grands principes de conservation qui sont connus et reconnus, des recommandations validées sur le terrain, qui vont travailler autour de la couverture des sols et la gestion des couverts végétaux, par exemple, le travail du sol ou la gestion des résidus. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une quantité de diversité de situations sur le terrain, de parcelles, de contextes qui sont vraiment différents. Et dans ce contexte-là, il est parfois difficile de pouvoir se positionner, de se comparer, de s'évaluer dans le temps. Et c'est vraiment là qu'une mesure et un diagnostic prennent toute leur place pour en fait avoir une référence unique et spécifique du contexte qu'on est en train d'étudier. En effet, enfin, une parcelle, elle a forcément une situation pédoclimatique qui est unique, une topographie spécifique. Il y a aussi les pratiques qui sont associées, qui vont être spécifiques à l'agriculteur, à l'exploitation, comme le matériel, par exemple. Et donc, avoir sa référence sur ce contexte-là va permettre en fait de mettre en place une réflexion, des actions autour de cette référence et de pouvoir la suivre également dans le temps et de se positionner, de se comparer, etc. Donc, c'est vraiment un point important sur la notion du diagnostic organobiologique de terrain. Si on rentre dans le vif du sujet sur les deux objectifs qu'a présenté Mathieu tout à l'heure en début de présentation, le premier volet était le diagnostic organo-organique, avec pour objectif de piloter le capital organique. Alors, comment on va faire? On va essayer de répondre à des questions assez simples, opérationnelles. Quel type d'apport organique je veux apporter? À quelle dose je dois les mettre? Et essayer d'aller un peu plus loin sur la compréhension du fonctionnement organique de mon sol, que j'ai appelé un peu là le potentiel organique de ma parcelle. Pour répondre à ces questions, on vous propose un bulletin, donc un bulletin en version macro qui se présente comme ça. Alors, je vais faire un focus sur chaque zone, mais on va avoir une partie administrative comme les bulletins de chez Auréa, avec la partie laboratoire, prélèvement, la partie parcelle et quelques données aussi laboratoire. Une partie sur les indicateurs, on va revenir dessus. La partie synthèse des conseils sur le bas du bulletin. Et une partie verso qui est en fait la description des indicateurs, description à la fois laboratoire, méthodo et agronomique. Par exemple, si on prend la définition autour de la fraction de la matière organique, vous allez retrouver les différentes granulométries de la séparation que parlait Mathieu tout à l'heure, mais aussi le rôle de chaque fraction, le rôle agronomique de chaque fraction. Si on fait donc le zoom sur la première partie, qui est sur la partie des indicateurs, donc on retrouve bien les trois indicateurs qu'a évoqué Mathieu tout à l'heure, la matière organique, le carbone actif et le fractionnement de la matière organique en trois fractions. On retrouve sur la partie grisée donc les valeurs brutes, résultats labo de la mesure, de l'indicateur, comme par exemple on a 2% de matière organique. Et vous retrouvez sur la droite, une échelle de couleurs et un curseur qui a un premier niveau d'interprétation qui va de très insatisfaisant à très satisfaisant. J'ai fait un petit zoom là sur la partie rouge, sur le C/N de la matière organique fraîche qui est à 20, pour vous expliquer, un peu comme disait Mathieu tout à l'heure, que le plus n'est pas forcément le mieux à chaque fois. Parfois c'est le cas, mais parfois c'est un optimum. Comme par exemple sur cet exemple-là, on est à 20,4. On va se retrouver à très insatisfaisant parce qu'en fait l'optimum est entre 13 et 15. Et donc à côté de cet indicateur, vous allez retrouver explicitement le texte qui dit que le C/N de la matière organique fraîche est très excédentaire par rapport aux valeurs attendues. Et vous allez également avoir la gamme de variation de l'indicateur qui est là de 3 à 30. Sur la partie en dessous des indicateurs, on va retrouver donc la partie que j'appelle conseil et synthèse. On va retrouver la partie bilan humique, la partie conseil d'apport organique en type et en dose. On va revenir dessus. Et la partie que j'ai nommée potentiel organique sur l'impact en fait des matières organiques vraiment sur le fonctionnement de votre sol. Si on prend la première partie, donc on va commencer par un bilan humique plutôt, qui est unique, mais qui est unique, donc et l'évaluation et l'évolution de la matière organique. Donc le bilan humique, je pense que vous le connaissez, il est présent sur les analyses de sol. Celui-là va être un peu plus poussé parce qu'il y a un peu plus de données entrantes. Donc pour rappel, le bilan humique, c'est bien la différence de ce qui rentre et ce qui sort en termes de matière organique sur votre sol.
Ce qui sort et donc ce qui est consommé en termes de matière organique, c'est donné par l'analyse de terre et le calcul du coefficient de minéralisation qui est appliqué au stock de matière organique. Donc, c'est vraiment ce qui tourne et ce qui est consommé par votre sol. Et les entrées vont être données par les données agriculteurs. Sur la culture, donc sur le N-1 et jusqu'à N+3, la gestion des résidus, comment ils sont utilisés, enfin, comment ils sont exportés ou non, les apports organiques en termes de fréquence, de quantité, de type, et les cultures intermédiaires en termes également de type, de fréquence et de quantité de biomasse qu'elles peuvent produire. Donc, une fois qu'on a ces données, on fait la somme des deux et donc on va retrouver un bilan humique qui est positif dans ce cas-là, puisqu'on retrouve 260, mais qui peut aussi se retrouver négatif. Et on va aussi faire l'évolution calculée sur 10 ans de la matière organique pour voir la tendance de notre sol. Si on est sur un sol donc, qui a tendance à plutôt avoir une taux de matière organique qui augmente, du coup un sol qui a plutôt tendance à stocker du carbone, ou une tendance baissière et qui du coup aura plutôt tendance à déstocker, à consommer le carbone qui est présent dans le sol. Sur la partie conseillère organique, on a deux parties, le type d'apport organique préconisé et la dose. Sur le type d'apport organisé, c'est le niveau de matière organique et le C sur N de la fraction labile qui vont jouer sur cette partie-là pour vous donner en fait un conseil d'ISMO par rapport à l'amendement organique. Pour rappel, l'ISMO, c'est la proportion de matière organique stable d'un fertilisant organique et on va vous conseiller en fait des plages d'ISMO du produit. Des plages qui vont être soit recommandées, soit possibles, donc en fourchette en parenthèse, soit non adaptées. Vous allez retrouver aussi les valeurs seuil de C sur N conseillées pour le produit. Donc là, on voit que, je ne sais pas si vous arrivez à lire, en tout cas, je vous le dis, elle est juste en dessous, c'est la petite phrase qui est écrite en dessous. C'est écrit que le C sur N doit être inférieur à 14. Et aussi sur la composition animale ou végétale, ou les deux. Sur la partie dose d'apport, qui est en plus de ce que vous faites en pratique sur votre parcelle, c'est une dose conseillée d'apport cumulé sur 5 ans en kilogrammes de matière organique stable par hectare. Vous avez 3 parties, l'entretien, correction et l'apport total. L'entretien va dépendre du résultat principalement du bilan humique, la correction du stock le stock de matière organique et l'apport total qui sera la somme des deux. Pour aller un peu plus loin sur cette partie-là, on vous propose également une annexe pour choisir son produit organique en fonction de l'ISMO, pour vous accompagner sur ces thématiques ISMO, apport matière organique, dose conseillée. Sur cette annexe, on va zoomer un peu, mais pour vous expliquer le fonctionnement, on a une partie droite, une partie gauche. Sur la partie du milieu, on retrouve une échelle ISMO, du coup, qui va du moins tout en haut au plus fort tout en bas, donc avec le plus. Et on a placé sur cette échelle ISMO les produits organiques standards. On va retrouver les engrais organominéraux, les engrais organiques, les fumiers, les lisiers, les composts. Et on a placé en fait chaque engrais en fonction de leur ISMO correspondant. Donc on va retrouver en haut les produits organiques les plus labiles, les moins stables entre guillemets, donc les engrais organominéraux, les boues, les engrais organiques. Et sur bas, on va retrouver les engrais, les organiques, les produits organiques, pardon, qui sont les plus stables, comme les composts de déchets verts qui vont se retrouver avec des ISMO d'environ 80, donc c'est des moyennes. Associé à ces données-là, on a aussi ajouté l'apport de matière organique stable par tonne de produit brut que le produit va apporter. Et on a calculé la dose conseillée en tonnes hectares à partir de la dose qui a été donnée dans le bulletin. Donc, on se retrouve avec une dose conseillée vraiment spécifique à la parcelle. Et sur la partie gauche, on a laissé des champs libres qui seraient en fait les préconisations organiques que vous ferez sur votre parcelle avec le nom du produit qui soit générique ou un produit commercial et la dose préconisée que vous mettez, vous, avec votre technicien sur le terrain en fonction de vos résultats d'analyse. Enfin, sur la dernière partie du bulletin, on retrouve l'impact des matières organiques sur le fonctionnement du sol. Donc ça, c'est vraiment, on retrouve les différents rôles de la matière organique, que ce soit d'une partie physique ou organobiologique. Donc on va retrouver la stabilité structurelle des parties agrégation, la porosité, la rétention en eau, la partie stockage de carbone, minéralisation des matières organiques et fragmentation et dégradation des matières organiques fraîches. Et en fait, en fonction de certains paramètres analytiques pris en compte, on va évoluer l'impact des matières organiques sur votre sol. C'est-à-dire qu'on va évaluer la capacité des matières organiques à pouvoir assurer ce rôle dans le sol. Si on prend un exemple, par exemple sur la rétention en eau, les paramètres pris en compte sont la texture, la teneur en matière organique et le teneur en carbone actif.
Là, on se retrouve à un impact très faible, c'est-à-dire que vos matières organiques n'ont que très faiblement la capacité d'assurer la rétention en eau du sol. Pourquoi? Ça peut être dû à différents points. En fait, soit il y a un facteur limitant sur lequel on ne va pas pouvoir intervenir, comme la texture, soit l'indicateur peut se retrouver mesuré faiblement, en tout cas hors sa valeur optimum, la teneur en matière organique et teneur en carbone actif. Donc voilà pour cette partie-là. Et en dessous, on retrouve les pratiques culturales en dur qui peuvent favoriser ces différents rôles de la matière organique dans vos sols. On va revenir derrière. Ensuite, si on se met en situation, comment utiliser le Diaxol sur ma parcelle, sur mon exploitation, sur une gestion des produits organiques, c'est-à-dire je veux adapter, je veux personnaliser ma gestion de produits organiques, je veux inclure un produit par exemple. Donc je choisis ma parcelle qui est représentative. Si je veux faire sur la même stratégie sur plusieurs parcelles, je choisis la parcelle qui est la plus représentative de celle-ci. Je fais ma mesure de départ en 2024 sur cette parcelle. Donc, j'ai mes résultats. Avec l'annexe, j'essaie de positionner mon produit. Je choisis le produit, je l'applique. Et après, je vais revenir effectuer une mesure de contrôle, de suivi, d'évaluation sur cette parcelle. Au bout de combien de temps on préconise 5 ans. 5 ans, pourquoi? Au niveau des matières organiques, sur les deux principaux indicateurs, qui est le fractionnement de matière organique et matière organique, on peut avoir des effets à peu près au bout de 4-5 ans, voire sur une fourchette de 5 à 10 ans. Donc, il faut commencer à revenir à peu près à 5 ans après. Même si le carbone actif est un peu plus réactif, si on veut être pertinent au niveau des résultats et des 3 indicateurs qui sont utilisés dans le Diaxol organique, il faut revenir 5 ans après. Donc, 5 ans après, je reviens sur ma parcelle et je mesure les progrès, les évolutions, et je peux réadapter, réajuster ma stratégie organique selon ce que j'avais fait en 2024. Si on prend le deuxième volet, le Diaxol biologie, dont l'objectif est d'évaluer la vie du sol, de la même façon, on va essayer de répondre à des questions très pratiques, très simples. Mon sol est-il vivant? On entend beaucoup cette phrase de mon sol est vivant, mais est-ce qu'il est vraiment? Est-ce que mes pratiques, elles sont bénéfiques ou délétères sur la vie de mon sol? Et enfin, on peut aussi essayer de comprendre un peu plus, d'apporter de la pédagogie sur, par exemple, le ratio champignon-bactérie qu'on entend parler, essayer de le comprendre et de l'interpréter sur sa parcelle. Pour répondre à cette question, de la même façon, on a développé un bulletin. Donc là, le voilà de façon macro, avec pareil une partie administrative en haut du bulletin et les résultats derrière qui s'incrémentent. Donc, on va faire une focus aussi des zones. Donc, la première partie en haut, le résultat. Donc, on a une partie résultat analyse physico-chimique qui se remet avec les mesures qui ont été faites au laboratoire. Donc, la matière organique, l'azote, le carbone organique, le rapport C/N et le pH. Et vous avez une partie en dur pour vous rappeler le rôle des micro-organismes dans le sol. Les micro-organismes sont importants dans la fourniture des éléments nutritifs. Ils jouent un rôle également sur l'état structural, la structure du sol. Ils participent au stockage de carbone et participent également à la régulation des pathogènes et la dégradation des polluants. Ensuite, vous allez retrouver les 2 indicateurs qu'a présenté tout à l'heure Mathieu également. Donc, la biomasse moléculaire microbienne, qui est pour rappel en fait la quantité d'ADN des micro-organismes de votre sol, et le rapport champignon-bactérie, qui est donc l'équilibre entre ces 2 micro-organismes. Vous retrouvez sur la biomasse la valeur de vigilance et la valeur de référence selon votre pédoclimat et votre résultat. Et sur le rapport champignon, vous retrouvez votre résultat sur la plage d'équilibre. Vous avez 2 phrases sous les graphiques qui indiquent si vos usages, vos pratiques ont des effets plutôt bénéfiques ou délétères sur ces résultats-là. Vous avez également 2 QR codes sur chaque indicateur qui amènent aux fiches techniques des indicateurs. Sur ces fiches techniques, vous allez retrouver toute la partie méthodo, méthode de prélèvement, méthode laboratoire, mais aussi tous les référentiels, une partie biblio et une partie clé d'interprétation pour vous accompagner sur l'interprétation de ces nouveaux indicateurs. Et sur la partie gauche, vous aurez en dur des phrases, des réflexions sur l'intérêt, la définition des indicateurs, mais aussi des notions de référentiel qu'a évoqué Mathieu tout à l'heure, plus tôt dans la présentation.
Sous ces résultats-là, on va retrouver l'impact de vos pratiques sur la microbiologie du sol. En fait, sous 4 items, le travail du sol, les couverts végétaux, l'apport organique et rotation culture, on va retrouver, on a réincrémenté vos pratiques que vous avez renseignées. Donc, potentiel, le travail du sol, excusez-moi, il y aura le type et la profondeur, les couverts végétaux, le type, la fréquence, la biomasse, etc. Et en fait, sur chaque pratique, chaque item, on va retrouver l'impact sur les bactéries ou les champignons du sol, sur la quantité de bactéries ou de champignons, si l'impact est défavorable, neutre ou favorable. Et donc, selon vos résultats d'analyse, donc là, on est sur un bulletin qui est comme, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si on revient dessus, qui est plutôt très bon, puisqu'on a la biomasse qui est très bonne et le ratio qui est bon aussi. Mais on va pouvoir cibler, en cas de déséquilibre assez fort, les items techniques en fait qui ont un impact un peu plus fort sur ces abondances bactéries, champignons et en particulier l'équilibre. De la même façon que le Diaxol organique, une petite mise en situation du Diaxol biologie. Donc là c'est un exemple, hein, mais par exemple j'ai un objectif d'introduire un produit ou un itinéraire spécifique, une pratique spécifique pour améliorer spécifiquement la vie de mon sol. Donc là, je choisis vraiment ma parcelle sur laquelle je veux le faire. Je viens en 2024 faire l'analyse, j'agis sur mes parcelles. Là, la réactivité des indicateurs est plus rapide. On est sur des indicateurs vivants qui bougent assez rapidement. Donc, on peut avoir des effets significatifs au bout de 1 à 3 ans. Donc là, au bout de 3 ans, je peux revenir sur ma parcelle et mesurer les progrès, voir si mon équilibre s'est rééquilibré, s'il était déséquilibré, et voir si j'ai pu augmenter ma biomasse totale des micro-organismes. Quelques côtés pratiques sur le Diaxol. La commande se fera sur Farm Project. Donc tout à l'heure, Hubert a parlé de Farm Project aussi pour Agroécosol. Farm Project, c'est une plateforme interactive et avec un outil cartographique. Donc, les points forts de Farm Project concernant le Diaxol, on va avoir un retour sur zone précis qui est possible. Donc, c'est très important. Vous avez vu dans mes 2 mises en situation, il faut quand même revenir sur la parcelle, sur le point. Là, on a vraiment cet outil qui permet de valider, de fiabiliser ce retour sur zone. Et vous aurez également les infos parcelles qui seront stabilisées. Et donc, Farm Project est comme un coffre-fort en fait de vos analyses, mais vous allez retrouver toutes vos infos et accessibles et un suivi dans le temps qui permet d'avoir un suivi un peu plus optimum que de bulletins qu'on pourrait stocker dans un classeur, dans un bureau. Au niveau des prélèvements, on est sur un prélèvement spécifique Diaxol. Alors, sur le protocole, on est comme sur une analyse de terre. Ça va être un prélèvement d'arrière de l'horizon de surface. Par contre, il y a des vigilances sur les périodes auxquelles on prélève. Il faut faire attention, il faut être vigilant sur les périodes climatiques extrêmes, que ce soit chaud, sec ou humide et gelé. Par exemple, en ce moment, on a beaucoup trop d'humidité dans le sol, donc ça se ressuie un peu, enfin en tout cas chez moi. Il faut respecter un délai de 2 mois après certaines interventions, comme les apports organiques et le travail du sol. Et le volume à prélever sera plus important, puisqu'on va se retrouver avec 2 sachets pour la gestion au laboratoire. Donc, vous voyez dessous, il y a un sachet blanc un peu plus gros que les sachets de terre. Et en fonction de si on fait une analyse de sol ou pas, on aura 2 sachets terre.